Il a 75 ans d'existence, il a été créé en 1948. Dès le départ, c'était une idée un peu novatrice, en fait, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'au même moment où Jean Vilar cherche un lieu dans le sud de la France pour créer un festival de théâtre, un autre homme, Gabriel Dusurgé, qui est administrateur du théâtre des Champs-Élysées dans les années 30 à Paris, cherche à créer un festival d'opéra. Mais euh, pas forcément un festival d'opéra comme Salzbourg pouvait déjà l'être, puisque ça existait déjà depuis 25 ans au moins quand il l'a créé, mais dans l'esprit de ce qu'il a porté lui, c'est-à-dire les ballets russes. Les ballets russes sont à résidence au Théâtre des Champs-Élysées. Gabriel de Surgé a été très très proche de ça, c'est-à-dire des artistes contemporains, ambitieux, et des projets qui avaient la capacité de mélanger un grand écrivain pour le livret, des plasticiens, qui pour nous sont devenus des gens absolument célèbres et célébrés, mais qui à l'époque étaient des artistes d'avant-garde. Et donc il crée sur ça, c'est-à-dire qu'il décide de créer un festival d'opéra en extérieur, dans un théâtre à ciel ouvert, exactement comme Jean Vilar décide de créer un festival de théâtre dans un lieu à ciel ouvert, la cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon. Nous, c'est la cour de l'Archevêché, qui est un ancien palais archiépiscopal du XVIIe, XVIIIe siècle, sublime, en plein centre d'Aix. Et Gabriel Dusurgé décide donc du coup de créer un festival dans cette démarche-là, c'est-à-dire une démarche plus avant-gardiste que ça n'en a l'air, c'est-à-dire d'un art considéré comme bourgeois qui est l'opéra, mais lui tout de suite amène des grands artistes contemporains qui font les décors, fait Mozart, alors ça nous paraît totalement convenu de faire Mozart en ce moment-là. L'histoire de la France et de l'Allemagne font que les compositeurs allemands n'étaient quasiment plus joués depuis 1910-12 en France, et que quand il décide d'ouvrir le festival en 1948 avec Così fan tutte, ça fait 22 ans que cet opéra n'a pas été monté. Voilà. Sachant que depuis 75 ans, nous, on a fait 11 productions de Così fan tutte, et que c'est un des opéras de Mozart les plus connus du monde, il faut se dire qu'à l'époque, Gabriel Le Surgé, en fait, crée l'événement en créant ici un festival qui ouvre avec Così, qui est un opéra qui n'est absolument plus donné et oublié. Donc c'est un peu ça l'esprit du festival, c'est donc être un festival, c'est-à-dire un temps fort, avec des productions nouvelles, mais dans un esprit déjà très novateur à l'époque, à tous les niveaux, y compris de le faire en extérieur. Le modèle du festival est aussi un modèle économique particulier. Euh, Dès le départ, le festival est créé par une mécène. En fait, Gabriel Dusurgé est ami avec une femme qui vit à Marseille, qui est d'une très très grande famille, qui s'appelle la comtesse Lily Pastré. C'est elle qui lui fait découvrir l'archevêché, et c'est elle qui finance, a priori, la première édition du festival, en 1948. Elle paye les choses, tout simplement. La ville et l'État ont toujours été nos compagnons de route, assurant les missions de service public que nous avons et étant les partenaires sur la longueur et la stabilité. Mais le modèle a toujours été très incongru, c'est-à-dire que la part de subvention est assez faible. En France, le modèle culturel, c'est 70% de subventions, 30% de ressources propres. Ici, c'est 70% de ressources propres pour 30% de subventions. Le mécénat est devenu le premier pourvoyeur de fonds du festival. Et de fait, mathématiquement et intellectuellement, il accompagne la création. Il accompagne les projets artistiques et les projets de formation et sociaux que nous développons. Les subventions garantissent la stabilité de l'institution et le mécénat lui arrive en apport. Beaucoup de mécènes individuels et privés et des entreprises qui évidemment sont là depuis très longtemps et certaines décident, comme Corum, de s'engager à nos côtés d'une manière que moi je trouve assez exceptionnelle. Paradoxalement, on pourrait se dire qu'une jeune entreprise comme Corum, avec son modèle et ce qu'elle développe, et nous, qui sommes une vieille entreprise culturelle sur un art qui est quand même assez considéré comme un art d'élite, etc., on n'avait pas grand-chose à se dire. Paradoxalement, je crois que les premières fois où on s'est vu, on s'est rendu compte qu'on avait en fait beaucoup de choses à se dire par rapport justement à l'aspect singulier de nos démarches, volontairement singulier de nos démarches. Corum fait quelque chose de particulier, nous on fait quelque chose de particulier. On a des entreprises qui sont de taille assez proches, qui sont très souples, très plastiques dans ce qu'elles veulent faire,
très sur l'innovation, très sur l'excellence. Et ils ont eu tout de suite, ce qui a été un signal fort pour moi, la volonté de comprendre ce qu'était le festival dans l'intégralité du spectre. Rendre l'opéra accessible est une vraie gageure, parce que, je le redis, ça a une image d'art très bourgeois, très compliqué, parce que forcément, c'est pas un art, c'est un art total. Donc c'est de la musique, du théâtre, de la danse, du décor. Paradoxalement, je pense que ça le rend aussi très accessible, mais bon, ça, il faut dépasser les a priori. Et on fête aussi cette année les 15 ans du service Passerelle, qui est un service socio-éducatif. Il y a deux piliers dans Passerelle, tout ce qu'il faut au niveau éducatif, de la maternelle à l'université, pour sensibiliser les jeunes publics à l'opéra, et tout ce qu'il faut aussi pour ce qu'on appelle les publics empêchés ou éloignés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas les moyens ou qui sont intellectuellement, culturellement, loin de nous ou dans d'autres cultures, migrants, prisons ou quoi que ce soit, pour leur rendre l'opéra accessible. C'est que beaucoup de services socio-éducatifs que j'ai pu croiser dans mon existence dans le milieu culturel appliquent des règles et des techniques qui sont stables, intéressantes et éprouvées. Passerelle, tout comme le festival, se remet en cause tout de suite parce qu'elles construisent un projet pédagogique tous les ans qui est en lien avec la programmation de l'année suivante. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même médiation quand on a Carmen que quand on a Don Giovanni, que quand on a la tétralogie de Wagner. Et au lieu d'appliquer les mêmes règles, dès le festival terminé et la rentrée de septembre arrivée, elles inventent des nouveaux ateliers, des nouvelles techniques, des nouveaux intervenants pour justement créer des ateliers qui résonnent avec la programmation et leur permettent d'embarquer des publics différents à chaque fois, mais en lien avec le cœur de la machine artistique. Et ça, c'est un modèle qui est extrêmement rare dans le monde de l'opéra et culturel en général. C'est une expérience unique. C'est vraiment une notion d'expérience. C'est-à-dire, déjà, c'est une région incroyable. On est à Aix-en-Provence, en plein été. Le monde entier connaît la Provence. Le monde entier connaît Aix-en-Provence en particulier grâce ou à cause de Paul Cézanne. La ville n'a pas changé depuis que Paul Cézanne était là. En tout cas, le centre-ville est toujours le même. C'est une ambiance extrêmement particulière. La journée, vous vivez ça. Vous vivez Aix, vous vivez la Provence, vous vivez la Méditerranée. Et le soir, vous vous changez, vous dînez et vous venez à l'opéra, qui la plupart du temps est en plein air, où vous voyez l'excellence de ce qui peut se faire dans le monde du spectacle. Les équipes techniques réalisent des prouesses incroyables avec les plus grands orchestres du monde, les plus grands chefs du monde, les plus grands metteurs en scène du monde, les plus grands chanteurs du monde, dans des projets qui sont justement pas les projets les plus attendus du monde, mais les plus surprenants.